Donc voilà, dans ce chapitre 3, nous allons travailler ou nous allons traiter les variables aléatoires réelles et surtout les variables aléatoires à densité de probabilité. Donc ici, je fais un petit rappel sur les variables aléatoires mesurables. Qu'est-ce qu'on a dit? Une variable aléatoire mesurable, c'est une fonction qui, quel que soit B appartenant à la tribu borélienne de R, l'image réciproque de ce borélien appartient à la tribu de départ. Et la tribu borélienne de R, c'est tout simplement la tribu qui est engendrée par les segments de la forme moins l'infini, petit a, avec petit a appartenant à R. Et en plus de ça, c'est-à-dire si j'essaie de chercher la probabilité de B qui est un événement de la tribu borélienne à l'aide de la loi de probabilité de X, P indice X, c'est exactement égal à la probabilité que X prend ses valeurs dans B. X appartient à B, ça veut dire tout simplement c'est l'ensemble des résultats, l'ensemble des petits oméga qui appartiennent à grand oméga, qui est l'espace d'état, son image se trouve dans B. La loi de probabilité de X est une probabilité sur l'ensemble d'arrivées qui est R muni de l'attribut borélien. La question qui se pose souvent, comment caractériser cette loi de probabilité de la variable aléatoire grand X? Donc on peut dire qu'une telle loi de probabilité elle est caractérisée par une certaine fonction appelée fonction de répartition. Par définition, une fonction de répartition, c'est une fonction qui, à chaque petit x de R, fait correspondre une certaine quantité qui se trouve dans le segment 0,1. Alors, si je prends f, la fonction de répartition, donc la fonction de répartition, c'est une fonction qui est définie sur R, à chaque quantité petit x de R, c'est exactement la probabilité du segment moins l'infini x, et là c'est la probabilité associée à l'image de x, à l'image de p par x. Ou bien tout simplement c'est la probabilité que grand x, la variable aléatoire, x reste inférieur ou égal à petit x pour n'importe quelle quantité réelle de R. La fonction de répartition caractérise la loi de probabilité et il vérifie les trois conditions suivantes. Premièrement, elle est croissante, ça veut dire si je prends x, y, deux quantités réelles de telle sorte que x est inférieur ou égal à y, alors grand f de x est inférieur ou égal à grand f de y. Deuxième propriété, elle est continue à gauche. Ça veut dire tout simplement, à droite, pardon, parce que là j'ai défini inférieur ou égal à x. Si jamais je prends strictement inférieur à x, donc à ce moment-là, elle est continue à gauche. Mais dans ce cas-là, elle est continue à droite, et la continuité à droite, c'est-à-dire la limite de f lorsque x tend vers la valeur par quantité positive, ça nous donne exactement l'image de x par f. Troisième propriété, c'est que la limite de f de x est égale à 0 chaque fois que x tend vers moins l'infini, et que la limite de f de x est égale à 1 à chaque fois que x tend vers plus l'infini. Donc cette troisième condition veut dire tout simplement que la fonction de répartition reste dans la bande 0, 1. C'est-à-dire si on essaie de faire une représentation graphique de cette fonction de répartition, il faut la tracer dans la bande qui correspond à l'axe des abscisses qui est 0 et à la droite qui passe par 1 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, et ça vous donne tout simplement la région 0,1 dans laquelle la fonction grand f va être représentée. Maintenant, f elle est croissante et elle admet une limite à gauche. Donc il est continu à droite, mais il possède une limite à gauche. Donc pour la limite à gauche, on va la noter tout simplement f de x moins. Donc vous avez ici quelques relations qui sont très simples à comprendre, c'est-à-dire si je veux chercher la probabilité que ma variable aléatoire grand X prend ses valeurs dans le segment petit x, y avec x ouvert et y fermé, c'est la probabilité que x, bien sûr, soit strictement supérieur et x inférieur ou égal à y, c'est f de y moins f de x parce que la fonction est continue à droite. Et si jamais je remplace le x ouvert par x fermé, ça me donne grand x compris supérieur ou égal à petit x inférieur ou égal à y qui est égal à f de y moins f de x moins, c'est-à-dire c'est tout simplement la limite à gauche au point de x. D'une manière générale, en particulier si je prends un point, c'est-à-dire un singleton au lieu de travailler avec un segment,
alors à ce moment-là, la probabilité que ma variable aléatoire prend cette valeur x est exactement f de x moins f de la limite à gauche de x. Ça représente tout simplement le saut de la fonction f au point x, c'est-à-dire chaque fois que la fonction n'est pas continue. Mais elle est continue à droite avec une limite finie à gauche. Si, donc là vous avez une proposition, ou bien c'est une propriété fondamentale, si jamais la fonction de répartition est continue en x, on a tout simplement la probabilité du singleton x est égale à la probabilité que x prend cette valeur est égale à 0. Ça veut dire la probabilité pour que la variable aléatoire prend une valeur isolée, c'est exactement 0. Vous avez ici un exemple très simple qui correspond à f de x est égal à petit x. C'est tout simplement, c'est une fonction qui est définie sur 0, 1, avec f de x est égal à 0 si x est inférieur ou égal à 0, et f de x est égal à 1 si x est supérieur ou égal à 1. Donc ça détermine une loi de probabilité. Et f est une fonction de répartition. On peut bien sûr vérifier que c'est une fonction qui possède les trois propriétés que je viens de vous donner. Maintenant, si jamais x prend un nombre fini de valeurs, sa fonction de répartition est une fonction en escalier ou bien fonction étagère. Une variable aléatoire à densité, donc là, c'est la définition, c'est-à-dire on considère les variables aléatoires à densité pour simplifier tout simplement le calcul des probabilités des événements. Soit x une variable aléatoire, on dit que x admet une densité de probabilité f, ou bien la loi de x possède une densité de probabilité, si la fonction de répartition, qui est égale à la probabilité que grand x inférieur ou égal à x, peut s'écrire sous la forme d'une intégrale. Donc c'est l'intégrale de la fonction petit f qui est la densité, et on fait une intégration de moins l'infini jusqu'à petit x. Voilà donc ça, le petit f qui est là, ça représente une densité de probabilité. Dans ce cas-là, on a tout simplement la propriété précédente qui nous dit que probabilité que grand x prend une valeur isolée est égale à 0 pour n'importe quelle quantité réelle. Une fonction réelle est appelée densité si les deux propriétés suivantes sont vérifiées. La première propriété, c'est que la fonction f doit être positive ou nulle, c'est-à-dire elle est supérieure ou égale à 0. La deuxième propriété, c'est que l'intégrale généralisée entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction doit être égale à 1. Et cette propriété veut dire que tout simplement c'est la probabilité générale. Donc c'est la raison pour laquelle on doit trouver 1. Et la positivité, c'est tout simplement parce que on sait très bien que les probabilités, ce sont des quantités positives. Voilà la relation qui va exister entre une fonction de répartition et une densité de probabilité en passant tout simplement à un calcul d'intégrale. Voilà un exemple très simple. Donc ça, c'est-à-dire je prends une certaine densité f, bien sûr. Supposons que là, vous regardez que c'est une quantité, c'est une fonction qui est positive, et que d'une manière générale, l'air compris entre la fonction f et l'axe des abscisses, ça nous donne 1. Donc ici, si je veux calculer la fonction de répartition au point 6, c'est exactement la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à 6, mais comme là, je travaille avec une densité de probabilité, donc la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à 6, c'est la même chose que la probabilité que grand x soit strictement inférieur à 6, parce que la probabilité de grand x est égale à 6 est égale à 0. Voilà, donc ça nous donne tout simplement, donc c'est l'air de la surface qui est limité par la fonction f, limité par la droite qui passe par 6 et limité par l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire c'est l'intégrale de la fonction f de x entre moins l'infini et 6. Voilà, donc ça c'est tout simplement pour vous montrer que on peut, à l'aide de la densité de probabilité, on peut calculer la probabilité en utilisant une intégrale généralisée. Donc si jamais on a une variable aléatoire grand x de densité f, f c'est la fonction de répartition, donc à ce moment-là, on sait très bien que grand f va s'écrire l'intégrale entre moins l'infini petit x, f de x,
où f est une fonction continue. Donc à ce moment-là, si je dérive la fonction de répartition, je récupère la densité de probabilité. Et si jamais f est une fonction de répartition qui est dérivable, bien sûr, et qui s'écrit à l'aide de l'intégrale, pour récupérer tout simplement la densité de probabilité, il suffit de dériver cette fonction de répartition. D'une manière générale, on peut dire qu'il y a une relation étroite entre la fonction de répartition et la densité de probabilité. Si j'ai une densité et je veux chercher la fonction de répartition, il suffit d'écrire l'intégrale entre moins l'infini et x. Et si on a une fonction de répartition et je veux calculer la densité, il suffit tout simplement de dériver la fonction de répartition. Voilà l'intérêt de cette proposition. Là, vous avez un exemple des variables aléatoires. Donc là, on va parler des variables aléatoires à densité qui sont usuelles, classiques. Et parmi les variables à densité simple, c'est la variable aléatoire qui possède une loi, on dit qu'il possède une loi uniforme sur le segment AB. Donc ça veut dire que l'image de oméga, qui est l'espace d'état, par x, c'est le segment AB. Donc la densité à ce moment-là, uniforme associée à cette variable aléatoire, c'est 1 sur b-a. Et b-a, c'est tout simplement la longueur du segment AB. Si jamais le x se trouve dans le segment AB, c'est 0 si non. C'est-à-dire si vous voulez représenter graphiquement cette fonction, à gauche de 0, c'est 0. À gauche de A, c'est 0. À droite de B, c'est 0. Et pour n'importe quelle valeur qui est comprise entre A et B, vous avez une constante qui est égale à 1 sur B moins 1. Voilà ce qu'on appelle la loi uniforme sur le segment AB, c'est-à-dire chaque point du segment AB a la même chance que les autres points. Maintenant, il y a un autre exemple classique. Donc ça, c'est un exemple pour lequel on va utiliser la loi uniforme. À partir donc de 7 heures, il y a un bus qui passe toutes les 15 minutes. Un voyageur, bien un usager, se présente entre 7h et 7h30, au hasard, d'une façon aléatoire. Donc on considère x la variable aléatoire qui correspond le temps entre 7h et l'arrivée du voyageur. La variable grand X est une variable uniforme sur 0,30. Donc là, vous avez A est égal à 0 et B est égal à 30. La question se pose, quelle est la probabilité que cet usager ou ce voyageur doit attendre moins de 5 minutes. Donc il va arriver d'une façon aléatoire entre 0 et donc 7h pile et 7h30. Donc pour qu'il va attendre moins de 5 minutes, ça veut dire qu'il va arriver soit après 7h10, donc c'est strictement, et avant 7h15, strictement. Donc c'est-à-dire c'est la probabilité, ou bien il peut arriver, donc il y a deux intervalles, ou bien il peut arriver après 25 minutes, c'est-à-dire 7h25, et avant 7h30. Donc maintenant, puisque je travaille avec une variable aléatoire qui est uniforme sur le segment 0,30, je sais très bien que cette variable aléatoire uniforme va posséder une densité de probabilité de la forme f de x qui est égale à 1 sur 30 si le x, la variable aléatoire, est comprise entre 0 et 30, et 0 si la variable aléatoire, le petit x, se trouve à l'extérieur du segment 0,30. Donc là, c'est tout simplement, je remplace, pour calculer ces probabilités, je dois utiliser la densité de probabilité. Donc ça va me donner tout simplement l'intégrale entre 10 et 15 de f de x qui est 1 sur 30 dx, plus l'intégrale entre 25 et 30, la densité 1 sur 30, et je récupère tout simplement 1 sur 3, c'est-à-dire que la probabilité qu'un tel passager doit attendre moins de 5 minutes, c'est une chance sur 3. Donc maintenant,
Je peux prendre une autre question, c'est tout simplement, doit attendre plus de 10 minutes. Donc pour qu'il attende plus de 10 minutes, c'est-à-dire ce voyageur doit arriver juste après 7 heures et avant 7h05. C'est-à-dire je travaille tout simplement avec les minutes, ou bien il va arriver juste après 7h15 minutes et 7h20 minutes. Donc là, on fait le calcul, c'est tout simplement, si je regarde cette partie, ça va me donner l'intégrale entre 0 et 5 de 1 sur 30 d de x, plus l'intégrale entre 15 et 20 de 1 sur 30 d de x, et là je trouve là aussi un tiers. Voilà tout simplement un exemple très simple dans lequel on peut utiliser la loi uniforme. Il y a une autre variable aléatoire usuelle qui est très utilisée dans la pratique, c'est ce qu'on appelle la loi exponentielle. Cette loi exponentielle, c'est une loi qui est très utilisée pour calculer la durée de vie d'un certain produit. Donc, c'est-à-dire, c'est une loi qui est déterminée à partir d'une densité de probabilité, c'est-à-dire sa densité de probabilité est une exponentielle. Donc, d'une manière très générale, par définition, x de oméga est égal à R+, c'est-à-dire c'est tout simplement ma variable aléatoire grand X prend ses valeurs dans R+, et que la loi de probabilité admet une densité de probabilité de la forme 0. C'est le petit x est négatif, et lambda exponentielle moins lambda x si x est supérieur ou égal à 0. Le lambda est une quantité positive. Donc, c'est-à-dire une loi exponentielle est parfaitement déterminée à partir de ce paramètre lambda. Cette loi de probabilité exponentielle, on en a tout simplement E de lambda. Alors, donc, c'est-à-dire ici, la modélisation, donc c'est une loi qui permet de faire une modélisation de la durée de vie ou d'un temps d'attente entre événements spécifiques, par exemple la durée de vie d'une bactérie, la durée de vie d'un certain composant électronique, la durée d'une conversation téléphonique, parce que ça suit l'exponentiel, on sait très bien à partir, c'est-à-dire ça va descendre et ça va disparaître, c'est le temps entre deux tremblements de terre et d'autres, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour d'autres phénomènes pratiques. Maintenant, il y a la loi la plus intéressante, c'est la loi normale. On appelle variable aléatoire qui suit loi normale, ou bien on peut appeler la loi normale, ou bien on peut l'appeler la loi de Gauss, ou bien la loi de Laplace-Gauss, ou bien variable gaussienne. Donc c'est une variable aléatoire qui possède une certaine densité de probabilité, et là, on commence par la plus simple, c'est tout simplement la densité, la loi de Gauss, qui est centrée et réduite. Je vais vous dire pourquoi elle est centrée et réduite. Donc ici, on prend f de x, la densité de probabilité, qui est égale à 1 sur racine de pi, exponentielle moins x carré sur 2. Donc 1 sur pi, c'est tout simplement un paramètre de normalisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une densité de probabilité doit vérifier deux propriétés. C'est que la fonction doit être positive et que l'intégrale doit être égale à 1. Donc ici, on voit très bien que c'est une fonction qui est positive sur R, et que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x, qui est égale à l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de 1 sur racine de pi exponentiellement x carré sur 2, c'est exactement est égal à 1. Voilà, donc ça c'est une densité de probabilité. Si on essaie de calculer l'espérance de cette variable aléatoire, donc l'espérance de cette variable aléatoire grand X à l'aide de cette densité de probabilité, on va trouver que l'espérance est égale à 0. Et que la variance est égale à 1. C'est la raison pour laquelle on va l'appeler par la suite loi de normale centrée réduite. Donc, cette loi de probabilité, elle est normalement utilisée pour la taille d'individus choisis au hasard dans une certaine population normale. Lorsqu'on fabrique des composants électroniques, c'est-à-dire et la production est normale et la loi normale est très utilisée, les composants de la vitesse d'une molécule de gaz, ça c'est quand on travaille dans le cadre de la chimie. Les erreurs de mesure d'une quantité physique, lorsqu'on travaille dans le cadre de la physique, on a des erreurs et on suppose que ça suit une loi normale. Donc si jamais ça ne suit pas une normale et on a un certain nombre de variables, une somme très grande de variables aléatoires indépendantes, on peut utiliser un certain théorème appelé théorème central limite. Et ce théorème central limite va nous permettre de dire que la loi de probabilité est approximativement
la loi normale, c'est-à-dire il y a une sorte de convergence de la loi vers la loi normale. Donc on verra ça dans le chapitre 4. Maintenant, l'espérance d'une variable aléatoire. Dans le cas où la variable aléatoire prend des valeurs, c'est-à-dire elle est dénombrable, si la variable aléatoire est dénombrable, c'est-à-dire finie ou infinie dénombrable, l'espérance mathématique, c'est tout simplement la somme de la probabilité associée à chaque résultat multiplié par la valeur de ce résultat. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'espérance ou l'espérance mathématique d'une certaine variable aléatoire. Maintenant, pour parler, donc là, d'une manière très générale, on peut utiliser l'intégrale de Lebesgue, on va approcher une variable aléatoire par une suite de variables aléatoires. Donc ça, c'est tout simplement, c'est très technique. Maintenant, si vous avez une variable aléatoire étagée, c'est-à-dire une fonction y en escalier, c'est tout simplement, c'est-à-dire elle est définie sur des segments et pour chaque segment, vous avez une certaine quantité image. Donc l'espérance de y, c'est tout simplement AI fois la probabilité de AI. Maintenant, si je prends une variable aléatoire de signe quelconque, donc c'est-à-dire ici, je peux décomposer ma variable aléatoire sous forme de deux variables aléatoires qui sont de la manière suivante. Je note x plus sup de x, c'est-à-dire c'est le maximum entre x et 0, et x moins, c'est-à-dire c'est le sup entre moins x et 0. Et ma variable aléatoire de signe quelconque, je peux l'écrire toujours sous la forme de x égale x plus 1 moins x moins 1. Et la valeur absolue de ça, c'est x plus x moins. Donc x, si jamais x est intégrable, ça veut dire que l'espérance de la valeur absolue de x est finie. Alors l'espérance de x est égale à l'espérance de x plus moins l'espérance de 1. Notez l'intégrale de ça. Voilà, d'une manière générale, c'est tout simplement pour vous dire que si j'ai une variable aléatoire et je veux calculer son espérance ou son espérance mathématique, je peux écrire l'intégrale de x oméga d oméga sur oméga. C'est l'intégrale de Lebesgue. Donc si maintenant, par passage à la limite, c'est-à-dire tout simplement qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement, c'est une sorte de démonstration pour dire vers la fin que l'espérance mathématique, c'est exactement la quantité qui est. Et on va voir une forme beaucoup plus simple si la loi de probabilité possède une certaine densité f de x. Vous avez, donc là, ce sont des propriétés de linéarité. Donc si vous avez x, y, ce sont deux fonctions intégrables, et a et b, ce sont des constantes, alors l'espérance de ax plus by est égale, ce n'est pas moins, c'est égal, à a l'espérance de x plus b l'espérance de y. L'espérance de 1 est égale à 1, ou d'une manière générale, si j'ai une variable aléatoire grand X qui prend une valeur constante qui est a, l'espérance de a est égale à a. La positivité veut dire si x est une variable aléatoire qui est positive ou nulle, alors l'espérance de x est supérieure ou égale à 0, elle aussi. Maintenant, pour la variance. Donc ça concerne ce que je viens de vous raconter, ça concerne l'espérance. Maintenant, on peut parler de la variance, et dans la variance, on utilise l'espérance de x au carré. Si l'espérance de x au carré est finie, alors l'espérance de la valeur absolue de x est finie. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de x reste inférieure ou égale à 1 plus x au carré. Donc ça, c'est facile à démontrer. Pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement d'écrire la valeur absolue de x moins 1 le tout au carré. Donc la valeur absolue de x moins 1 au carré est une quantité qui est supérieure ou égale à 0. Si vous développez cette quantité x moins 1 au carré, ça va vous donner la valeur absolue de x au carré plus 1 moins 2 valeurs absolues, 2 fois la valeur absolue de x. Donc d'une manière générale, ça veut dire que 2 fois la valeur absolue de x reste inférieure ou égale à x carré plus 1. Et si je prends la valeur absolue de x, je sais très bien que la valeur absolue de x reste inférieure ou égale à 2 fois la valeur absolue de x, qui est inférieure ou égale à 1 plus x carré. Donc ça, c'est facile à vérifier.
Donc la variance par définition d'une certaine variable aléatoire grand X, c'est exactement l'espérance de X moins l'espérance de X, le tout au carré. Cette variance est souvent notée sigma carré de X. Ou bien, d'une manière beaucoup plus simple, on peut noter que la variance de X, c'est l'espérance de X moins l'espérance de X au carré. Donc, pour arriver à cette formule, il suffit de développer le carré et d'utiliser les propriétés sur l'espérance. Et souvent, on utilise cette propriété parce qu'elle est beaucoup plus simple. Parce que pour calculer la variance, on est obligé de calculer l'espérance. On laisse l'espérance de côté. Après, on calcule l'espérance de X au carré. Et on retranche l'espérance de X au carré. On récupère tout simplement la variance. Vous avez une propriété concernant, donc voilà une propriété concernant la variance. Si jamais vous avez une variable aléatoire grand X et vous multipliez cette variable aléatoire x par une constante et vous ajoutez une constante. Donc la variance de ax plus b, c'est exactement a au carré, la variance de x. Donc ça veut dire le b va disparaître. Donc on peut faire une démonstration, c'est-à-dire en utilisant la définition générale, et on va voir que le b va disparaître. Ou bien tout simplement, quelle est l'interprétation de ce b qui va disparaître? Ça veut dire que tout simplement on fait une translation des variables, des valeurs observées. Et ça, quand on fait une translation, c'est-à-dire la dispersion reste la même si on fait une translation à gauche ou bien à droite de ma variable. Si jamais la variance est positive, donc c'est-à-dire l'écart type, donc la racine carrée de la variance est positive, la variable aléatoire qui est grand X moins l'espérance de X sur sigma est une variable aléatoire d'espérance 0 et d'écart type 1. Et cette variable aléatoire qui est là est appelée variable aléatoire centrée réduite. Centrée parce que l'espérance est égale à 0, et elle est réduite parce que l'écart type est égal, ou bien la variance est égale à 1. Maintenant, vous avez un résultat général qui est le suivant. Soit x, une variable aléatoire qui est définie sur oméga à valeur dans R. Et g est une fonction qui est mesurable, définie de R à valeur dans R. Maintenant, on va supposer que g est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif ou nul, ou tout simplement g de grand X est intégrable. Donc là, je vais calculer, c'est comme ici, c'est g rond X. Donc je vais commencer par la variable aléatoire x qui sera suivie par la fonction g. Et je veux calculer l'espérance de g de grand X. Donc si je veux calculer l'espérance de g grand X en utilisant les probabilités, ça me donne tout simplement l'intégrale sur oméga, qui est l'ensemble de départ, qui est l'ensemble fondamental, de g grand X de oméga, p d de oméga, c'est-à-dire je travaille dans l'espace oméga avec la probabilité p. Si jamais je veux travailler sur R, je peux utiliser la loi de probabilité de x. Et cette loi de probabilité de x, c'est p indice x qui est là. Donc ça va me donner l'intégrale de g petit x, p de x dx, mais je travaille sur R. Voilà, donc là vous avez tout simplement l'espérance de g de x, soit en utilisant les probabilités, soit en utilisant la loi de probabilité pour la variable aléatoire grand X. Donc pour la démonstration là, je vais passer rapidement parce que normalement on va vous donner une idée générale sur comment on récupère ça. On récupère ça si g est une fonction indicatrice, c'est-à-dire ici 1 sur b, c'est-à-dire g c'est une fonction qui prend tout simplement 1 si le x tombe dans b, et c'est 0 lorsque x se trouve à l'intérieur de b. Donc si je veux calculer l'espérance de g de x, c'est exactement la probabilité que x appartient à b. Maintenant, si g est une fonction étagée, donc c'est une fonction en escalier, on va approcher g, donc g est positif, on peut approcher g par une limite de fonction étagère d'une façon générale. Donc ça, c'est vrai pour les fonctions étagères parce que c'est vrai pour l'indicatrice. Si g est une fonction supérieure ou égale à 0, on peut approcher cette fonction par une suite de fonctions étagées. Et finalement, pour g quelconque, on décompose et on récupère tout simplement le résultat cherché.
Maintenant, pour le calcul de l'espérance, c'est très simple. Dans le cas d'une densité de probabilité, donc c'est-à-dire je remplace tout simplement la loi de probabilité de x par f. Donc si jamais j'ai x qui est une densité, qui possède une certaine densité de probabilité, g est une fonction qui est mesurable, et je veux calculer l'espérance de g de grand x, donc c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de g de x, f de x, d de x. Donc si vous voulez, et je reviens sur la formule générale qui est donnée ici, donc voilà, donc ça c'est l'intégrale entre moins l'infini g de x, et je remplace tout simplement la loi de probabilité p de x par la densité f de x, c'est ce qui me donne le résultat qui est là. En particulier, si g c'est la fonction identité, donc l'espérance de x c'est l'intégrale de x, f de x dx entre moins l'infini plus l'infini. Donc ça c'est pour les variables aléatoires réelles qui possèdent une certaine densité de probabilité. Pour le cas de la variance, donc c'est la même chose, mais au lieu de travailler avec x, on peut remplacer x par x moins l'espérance de x au carré. Si je fais la distributivité ou bien je développe le carré, je récupère tout simplement l'intégrale entre moins l'infini moins l'espérance de x au carré. Voilà, donc ça c'est tout simplement, vous avez des relations pour calculer l'espérance et la variance dans le cas d'une variable aléatoire qui possède une densité de probabilité. Maintenant, exemple. Donc si je considère que j'ai une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur le segment AB et je veux calculer l'espérance de x, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est tout simplement parce que ma variable aléatoire prend tout simplement ses valeurs sur le segment AB, donc à gauche de A c'est 0 et à droite de B c'est 0. Donc il va rester seulement l'intégrale entre A et B de x, et je remplace f de x par la densité de probabilité dans le cas uniforme qui est 1 sur b moins a, et là, c'est-à-dire on remplace, on cherche la primitive bien sûr de x qui est x au carré, et on place, on obtient a plus b sur 2. Dans le cas de la variance, je fais la même chose, donc là, en remplaçant tout simplement, je peux calculer x carré 1 sur b, on peut le faire sortir, et moins l'espérance au carré, et on obtient cb moins a au carré sur 12. Si je prends un autre exemple, c'est-à-dire si je veux chercher l'espérance et la variance dans le cas d'une loi exponentielle, une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, donc l'espérance de x, ça sera l'intégrale entre 0 plus l'infini, parce que je sais très bien que la loi exponentielle prend ses valeurs sur 0 plus l'infini, et à gauche de 0, c'est 0. Donc je travaille seulement, je considère l'intégrale entre 0 plus l'infini de lambda x exponentielle, et je trouve que 1 sur lambda, et pour la variance, 1 sur lambda carré. Donc là, pour déterminer tout simplement les intégrales, il suffit de faire une intégration par partie afin de trouver le résultat 1 sur lambda et 1 sur lambda au carré. Maintenant, si je prends une variable normale centrée réduite, donc variable normale centrée réduite, tout à l'heure j'ai dit que quand j'avais parlé de la loi de Gauss normale, c'est-à-dire j'avais donné une certaine densité de probabilité, et cette densité de probabilité qui était f de x égale à 1 sur racine de pi exponentielle moins x carré sur 2. Et si on cherche l'espérance de x dans ce cas-là, on trouve que c'est 0 et que la variance est égale à 1. Donc si vous regardez tout simplement, donc là je reviens tout simplement sur la densité de la loi normale centrée réduite. Et la densité de la loi normale centrée réduite, elle est donnée ici. Voilà. Et je vais vous donner quelques propriétés concernant cette densité de probabilité. Voilà, elle est là. Donc la densité de probabilité qui est là, ça correspond à la densité de loi normale centrée réduite. Pourquoi? Parce que l'espérance est égale à 0 et l'écart type est égal à 1. Donc là, vous voyez que c'est une fonction qui est paire. Donc premièrement, le domaine de définition c'est R. C'est une fonction paire parce que f de moins x est égal à f de x. Donc il y a une sorte de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si on veut faire l'étude de cette fonction, il faut tout simplement l'étudier sur la moitié du domaine de définition, par exemple sur 0 plus l'infini. Après, il faut compléter par symétrie.
Si vous regardez, donc, c'est-à-dire on peut chercher le maximum, donc la valeur maximale, c'est-à-dire on cherche la dérivée de f', et on trouve que la valeur qui annule la dérivée, c'est tout simplement x égale 0. Et ça nous donne le maximum. Donc, c'est-à-dire, et la valeur de f de 0 est égale à 1 sur racine de pi. Donc, si vous essayez de tracer ça, vous allez trouver qu'il y a une courbe qui a la forme d'une cloche, c'est-à-dire une bosse au point 0, et la courbe elle est symétrique, après ça descend de part et d'autre vers 0. Après, si vous voulez, donc ça c'est une fonction qui possède deux points d'inflexion. Donc on peut chercher les dérivées secondes et on trouve que les valeurs qui annulent les dérivées secondes, ce sont plus et moins 1. Donc ça, ce sont les dérivées, c'est tout simplement, on peut vérifier que ce sont des points d'inflexion. Les points d'inflexion, ce sont les points pour lesquels la fonction traverse la tangente. Maintenant, je reviens sur la loi de Gauss, normale centrée réduite. Après, on va donner la loi normale dans le cas général. Donc là, voilà. Donc maintenant, ça c'est tout simplement la loi normale centrée réduite. Maintenant, si je fais une transformation de cette loi normale à l'aide de petit m et à l'aide de sigma, en posant tout simplement la variable aléatoire grand Y qui est égale à sigma grand X plus m, on peut trouver que la variable aléatoire grand Y va posséder une certaine densité de probabilité qui a la forme de 1 sur racine carrée de pi sigma carré exponentielle moins Y moins m au carré sur 2 sigma carré. Donc à ce moment-là, on peut dire que Y est une loi normale de moyenne m et de variance sigma carré ou bien d'écart type sigma. Donc voilà, donc ça c'est tout simplement changement de variable. Donc là aussi vous allez avoir qu'il y a donc la densité et les symétriques par rapport à un axe. Il y a un axe de symétrie qui va passer par la valeur m. Maintenant vous avez quelques inégalités qui sont très utilisées dans la pratique. Il y a l'inégalité de Markov. L'inégalité de Markov qui nous dit, c'est-à-dire si on a une variable aléatoire qui est de carré intégrable, c'est-à-dire l'espérance de x au carré est finie, ou bien l'intégrale de x au carré dp est finie, si on travaille dans un espace probabilisé, vous avez la probabilité que la valeur absolue de x supérieure ou égale à petit a est inférieure ou égale à l'espérance de x sur a au carré, pour A une quantité réelle positive. Donc ça c'est l'inégalité de Markov. Après vous avez l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebechev qui vous dit, c'est-à-dire au lieu de travailler avec la valeur absolue de x, on peut travailler avec la valeur absolue mais centrée, c'est-à-dire la variable, la valeur absolue de x moins l'espérance de x, et je considère la probabilité que cette quantité soit supérieure ou égale à 1, c'est égal à la variance de x sur a au carré. Donc voilà tout simplement ce qu'on appelle la variance de x. Donc ça c'est tout simplement, ce sont des propriétés pour contrôler l'écart de x par rapport à la moyenne. Maintenant, si je prends un exemple ici, je suis désolé parce que ce n'est pas sigma au carré, c'est sigma, c'est-à-dire si je considère le petit a est égal à 10 sigma, et j'applique l'inégalité de Bien-Aimé Tchebechev, je vais trouver que c'est inférieur ou égal à sigma carré sur 100 sigma au carré. Donc il y a sigma carré qui va disparaître, il va rester seulement 1 sur 100, et 1 sur 100 c'est 1%. Voilà tout simplement un exemple très simple pour une certaine valeur de petit a. Maintenant, il y a une inégalité de Johnson qui est aussi très utilisée dans la pratique. Je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est-à-dire si je considère, j'ai une fonction mesurable. On a x, une variable aléatoire qui est L1, c'est-à-dire elle est intégrable. L'espérance de la valeur absolue de x est finie. G de x soit intégrable. Donc, supposons que G est convexe. G est convexe, donc là vous savez très bien quelle est la définition de G de convexe, c'est-à-dire on a une définition générale, même si la fonction n'est pas, parce qu'il y a la définition, si G est dérivable deux fois, on peut chercher la dérivée seconde, et à partir de la dérivée seconde, on peut donner la convexité.
ou bien tout simplement, il y a une forme générale qui vous dit que G est convexe, ça veut dire que quel que soit X, Y, et si vous prenez alpha et bêta, ce sont des quantités réelles de telle sorte qui appartiennent bien sûr, alpha plus bêta est égal à 1, donc G de alpha x plus bêta y reste inférieur ou égal à alpha fois G de x plus bêta fois G de y. Voilà la convexité. Donc, et là, si je considère donc l'inégalité ici, l'inégalité du Johnson me dit, si jamais G est convexe et x est une variable aléatoire, l'espérance de G de x est supérieure ou égale à G de l'espérance de x. Maintenant, un exemple concernant cette propriété cette inégalité de Johnson est la suivante. Supposons que vous avez un investisseur qui a le choix entre deux possibilités, soit de placer son argent dans une affaire risquée qui apporte une somme aléatoire grand X avec une espérance petit m, ou bien de placer son argent sans risque qui apporte une quantité petit m avec une probabilité sûre qui est 1. Et il veut maximiser l'espérance, c'est-à-dire maximiser l'espérance de son gain, et à l'aide d'une fonction qu'il va utiliser U de R. R, c'est tout simplement le bénéfice, qu'on appelle la rente. Et U, c'est sa fonction d'utilité. Donc l'inégalité de Johnson va lui permettre de choisir entre les deux. Si jamais la fonction U qu'il utilise est une fonction convexe, je sais très bien que l'espérance de U de x est supérieure ou égale à U de m. Donc ça veut dire, donc ça c'est l'inégalité de Johnson qui me permet d'avoir ça. Et à ce moment-là, le placement risqué est meilleur parce qu'il va gagner de l'argent dans un placement risqué. Par contre, si jamais la fonction qu'il utilise est une fonction concave, on sait très bien que l'espérance, c'est-à-dire vous avez l'inégalité de Johnson, mais inversée, qu'il reste inférieur ou égal, ce qui rend le placement sûr et préférable. Donc à partir de là, tout dépend du choix de la fonction U que notre investisseur doit choisir afin de déterminer quel est le placement préférable pour gagner en moyenne beaucoup d'argent pour le placement de son argent. Voilà, donc c'est tout simplement, voilà le chapitre 3